vous ne rêvez pas, me revoilà. Il fallait le Pumpkin Autumn Challenge pour me faire sortir de mon trou. Hey, salut! C'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Et oui, je sais, tant de temps à passer, mais sachez que je suis très heureuse de vous retrouver. Je sais pas s'il fallait s'y attendre, mais quoi de mieux que la rentrée et la saison automnale pour revenir vers vous. C'est une saison que j'affectionne particulièrement à cause de son atmosphère qui colle pas mal avec mes goûts de lectrice. Et cette année ne fait pas exception, je participe au Pumpkin Autumn Challenge, comme d'habitude sans me mettre la pression, mais je me suis concocté une petite pile à lire sur la base des menus qu'a composé Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous conseille d'aller voir la vidéo du challenge si vous ne l'avez pas encore vue, si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs comme d'habitude en commentaire si vous avez lu certains des livres que je présente. Souvent de lire en fait vos commentaires, ça me donne encore plus envie d'aller vers tel ou tel livre. Et si vous avez votre propre pile à lire quelque part, n'hésitez pas à me laisser un lien. J'irai voir avec grand plaisir. On commence avec le menu automne frissonnant, menu qui forcément n'est pas pour me déplaire puisque vous savez que j'adore le fantastique, j'adore les choses horrifiques, j'adore les ambiances étranges, dérangeantes. Pour la catégorie Ghost Hunt, on devait lire quelque chose qui parle de chasseurs de fantômes, de possession, d'exorcisme ou d'enquête. Et moi je me suis surtout arrêtée sur le côté fantomatique, on va dire, de la catégorie, puisque j'ai choisi de lire un recueil de nouvelles en anglais qui s'intitule Damnable Tales. C'est une anthologie de nouvelles qui se range dans la catégorie de ce qu'on appelle le folk horror, de l'horreur folklorique. C'est un type de récit horrifique qui souvent se déroule dans un paysage plutôt rural, plutôt naturel du coup, et où on va dire que les forces de la nature vont avoir un rôle important et qu'elles vont être plutôt inquiétantes. Souvent aussi, ça va tourner autour de traditions locales dans des régions un petit peu reculées, et ces traditions vont aussi avoir un côté un peu inquiétant. C'est un genre qui a été pas mal représenté au cinéma avec des films comme The Wicked Man ou Midsommar. Et c'est le fait que j'ai pas mal aimé ce genre de film qui m'a donné envie de découvrir ce recueil qui malheureusement n'existe pas en français, mais qui donc est une publication anglaise et qui est donc une anthologie multi-auteurs, des hommes et des femmes. Ça c'est plutôt sympa, on va dire, d'avoir fait cet effort-là. Chaque histoire est assortie d'une illustration. Juste pour vous donner une petite idée, il y a vraiment des grands noms de la littérature horrifique ou fantastique, puisqu'on a Sheridan Le Fanu qui a écrit Carmilla, on a Stevenson qui a écrit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on a Arthur Machen, on a M.R. James, on a Algernon Blackwood, on a Shirley Jackson et Robert Aickman. Pour ne rien vous cacher, j'ai déjà lu les premières nouvelles du recueil et je sais que j'ai déjà coché la case puisqu'il y avait déjà un récit qui parlait de possession justement. Donc voilà, je sais que je suis dans le thème.
Pour la catégorie suivante, le portrait du mal, il fallait tout simplement trouver un livre avec un visage sur la couverture, si possible plutôt sinistre. Et là, je pense pas que je vais vous faire découvrir quelque chose, puisque j'ai choisi un titre francophone plutôt connu, dont on a pas mal parlé il y a quelques années. Il s'agit d'Apostasie de Vincent Tassi. Visage sinistre, on y est parfaitement. D'ailleurs, pour info, je pense que c'est aussi bien valable pour le grand format que j'ai là que pour le poche, puisqu'il y a aussi un visage en plein en fait sur la couverture. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir Vincent Tassi. Je suis à peu près certaine que sa plume va me plaire, puisque je sais que dans ses sources d'inspiration, il y a des choses qui me plaisent, donc je m'attends du coup à retrouver des univers auxquels je vais adhérer. Je sais qu'il fait des choses assez sombres, je sais aussi qu'il a une plume assez travaillée, assez poétique, et moi c'est quelque chose que j'apprécie en général. Pour ce qui est d'Apostasie, je sais qu'on va parler d'un jeune homme qui va se retrouver attiré par la sylve rouge, donc je crois qu'on va être dans une ambiance justement de forêt, qui colle plutôt bien je trouve avec l'ambiance du challenge de cette année, mais une forêt qui va être assez sombre, avec des êtres à la fois très attirants et en même temps assez inquiétants. Je sais qu'il a plu à beaucoup d'entre vous, y compris à des personnes auxquelles je fais confiance sur Booktube, et du coup j'ai hâte de le découvrir. Pour la catégorie les Sakuma Drops au milieu des Lucioles, il fallait lire un livre plutôt historique, un drame ou une histoire de famille, ou quelque chose qui tourne autour d'une biographie ou de la mémoire. J'avais sous la main un livre qui m'a tout de suite en fait appelé, on va dire, pour cette thématique. Il s'agit d'un livre très connu, puisque c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Je sais qu'il est considéré comme un chef-d'œuvre du réalisme magique, il me semble. Et voilà, et je le voyais très très bien en fait dans cette catégorie, parce que je crois qu'il démarre en 1945, que ça se passe du coup en Espagne, et que on va notamment suivre la période de la guerre civile. On va suivre en fait un personnage principal qui va se retrouver dans une bibliothèque un petit peu mystérieuse, et dans cette bibliothèque il va devoir choisir un livre qui va le suivre toute sa vie. J'ai l'impression que justement sur fond d'un contexte historique assez sombre, on va suivre un personnage qui au départ en tout cas est assez jeune, est un enfant, et qui va grandir, qui va être adolescent, et qui va certainement devoir faire face à un contexte pas facile, avec quand même la littérature pour l'aider. Et voilà, dans ce côté un peu doux, amer que Guy Moz a voulu pour cette catégorie, avec l'idée de cette boîte de bonbons qui donne un petit peu de joie dans un contexte de guerre, dans le film Le tombeau des Lucioles, et je trouve en fait qu'on est pas mal dans cet esprit-là. La catégorie suivante, c'est les mystérieux habitants de Pottsfield, en hommage à la série d'animation Over the Garden Wall. Je sais plus comment ça a été traduit en français. La forêt de l'étrange, je crois. Ouais, c'est ça, la forêt de l'étrange, rien à voir. Et d'ailleurs, soit dit en passant, j'adhère complètement aux sources d'inspiration en fait de Guy Moz pour cette année, puisque c'est deux œuvres que j'adore, c'est-à-dire L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, qui est un livre que j'ai adoré, avec un côté hyper burtonien, à la fois horrifique mais enfantin et un petit peu mignon par certains aspects, à la fois grave et attendrissant, et de l'autre côté Over the Garden Wall, que j'ai adoré. D'ailleurs j'en avais parlé dans une vidéo sur mes recommandations pour l'automne, et pour moi il n'y a pas plus automnal que cette série. C'est une saison, les épisodes sont très courts, et je trouve que c'est une leçon de comment on peut faire quelque chose de génial tout en faisant très court. C'est à la fois drôle, intriguant, intelligent, beau,
cette série, elle a tout pour elle. Voilà, donc je sais qu'elle est difficile à trouver, mais vraiment foncez, c'est un petit bijou. Pour cette catégorie, il faut lire quelque chose en rapport vraiment avec la période d'Halloween, l'automne ou Samhain. Et pour ça, j'ai un graphique qui est parfait. Il s'agit du premier tome des Légendes de la Garde de David Petersen. Et le premier tome s'intitule Automne 1152. C'est une série de BD dont vous avez peut-être déjà entendu parler sur Booktube parce que je crois qu'à la fois Guimauze et aussi l'Enluminé en ont déjà parlé. Moi, très honnêtement, je comptais pas forcément la lire, mais il se trouve que je suis tombée dessus dans une librairie d'occasion. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le feuilleter et de voir le trait, qui franchement est sublime. Et en plus de ça, je l'ai eu pour un prix très intéressant, à moitié prix, alors que il est comme neuf. J'avoue qu'en plus pour moi, cette histoire de petite souris qui évolue dans un contexte médiéval fantastique, ça a fait vraiment sonner la petite cloche de la nostalgie. Ça me rappelle Rouge Muraille, qui était une série de romans jeunesse où justement c'était des petites souris auxquelles il arrivait plein d'aventures, qui étaient des chevaliers, et que j'adorais quand j'étais petite. Ça fait partie un petit peu je pense, de ces lectures qui m'ont amenée ensuite vers la fantasy. Et ça me rappelle aussi un jeu de plateau que j'ai qui s'appelle Mice and Mystics, et où justement c'est un jeu coopératif, collaboratif, où on joue des petites souris qui doivent progresser dans un château et voilà, et semer des ennemis tels que des cafards ou pire le chat. Deuxième thématique, la cueillette des champignons avec une ambiance très forestière puisqu'on est sur forêt, récolte, petit peuple et poison, oui, éventuellement, en référence à l'illustration qu'a préparée Guimauze pour cette année. Et là, j'avoue qu'encore une fois, j'ai choisi une lecture plutôt réconfortante. Et je pense que je ne fais pas spécialement dans l'originalité, puisque je suis loin, à mon avis, d'être la seule à lire ce titre pour cette catégorie, puisque j'ai choisi de lire Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud. C'est un roman, mais il y a beaucoup d'illustrations en couleur dedans. Pareil, c'est un titre que je comptais pas spécialement acheter à la base. Et puis, il se trouve que j'ai vu en fait que l'auteur passait en dédicace dans la librairie à côté de chez moi, auquel je vais régulièrement un soir. Et donc, je me suis dit, allez, vas-y, ce sera l'occasion de discuter un petit peu avec l'auteur, qui est aussi dans l'équipe du Renard Doré à Paris, qui est du coup une librairie que j'aime bien, qui elle est plutôt à dominante, on va dire, littérature japonaise et manga. J'étais ravie en plus parce que j'ai le droit à un super beau marque-page assorti. Je sais que c'est un livre donc jeunesse qui, sur fond d'anthropomorphisme, va parler de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on va suivre un renard qui tient une librairie, et le principe, je crois, c'est que c'est une librairie où tout le monde peut venir déposer son livre. Du coup, tous les livres ne sont qu'en un exemplaire, l'exemplaire original. Et un beau jour, en fait, le libraire, du coup, va voir débarquer dans sa boutique une petite taupe, donc Ferdinand. Ferdinand, en fait, va lui réclamer le livre qu'il a écrit il y a un certain temps de cela. Sauf que il se trouve que, en cherchant, le libraire va être obligé de lui répondre que ce matin même, je crois, quelqu'un est parti avec le seul exemplaire de ce livre. Et du coup, tous les deux vont se mettre en route pour le retrouver. C'est une histoire qui a l'air assez jolie, assez touchante. Bon, pour les deux thématiques suivantes, par contre, là, on va rentrer dans le plus chargé, on va dire. Pour la catégorie In the Dark, I Hear a Call, qui fait donc référence au personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui nous invitait à lire plutôt de la fantasy ou de la dark fantasy, ou quelque chose qui parlait d'obscurité, d'ambivalence, de mauvaise influence. J'ai choisi
un recueil de nouvelles. Je pense qu'on n'est pas nombreux, hein, mine de rien, sur Booktube, mais je fais partie des rares fans des nouvelles. J'avoue, j'ai pas trop respecté la catégorie parce que franchement, j'aurais pu faire l'effort de mettre de la dark fantasy dans cette catégorie, mais j'avais vraiment envie de caser un livre que j'avais vraiment envie de mettre ici parce que je pense que c'est un livre qui va complètement avec cette idée d'ambivalence, d'entre-deux, de je sais pas trop quoi penser, je sais pas trop vers quoi aller. Et il s'agit du livre Les Chambres Inquiètes de Lisa Tuttle. Lisa Tuttle, c'est une autrice contemporaine américaine qui a écrit de la fantasy, mais aussi beaucoup de nouvelles fantastiques. J'avais déjà lu son deuxième en fait recueil qui s'intitule Ainsi naissent les fantômes. Et très souvent en fait ce qu'elle écrit parle de l'intime et en fait les événements surnaturels qui arrivent à ces personnages témoignent souvent de leur conflits ou interrogations intérieures. Et là en fait quand j'entends l'intitulé du recueil Les Chambres Inquiètes, j'ai l'impression qu'on va complètement être aussi dans cette ambiance parce que une pièce comme la chambre, ben quoi de plus intime en fait que comme pièce que sa propre chambre. Et le fait qu'on parle d'inquiétude, ça veut justement dire que au plus proche de soi, dans cet espace qui est à soi, il va y avoir un climat de défiance, d'inquiétude, peut-être d'angoisse. Et voilà, je sens que ça va être percutant et j'ai très hâte. Et je termine le menu automne de l'étrange avec la catégorie soit vent, rêve, cendre et néant, soit enfin voilà, ça continue. Et c'est une thématique pour laquelle les mots-clés sont contes, gothique, macabre, etc. Et tout de suite j'ai pensé à un livre que j'ai acquis récemment et il s'agit de The Bloody Chamber de Angela Carter, qui est une autrice de fantastique contemporaine. Pour information, celui-ci, donc moi je l'ai acheté en anglais mais il existe en français, vous pouvez le trouver sans problème. C'est un recueil de réécriture de contes. Barbe Bleue, Le Chat Botté, La Belle et la Bête, Le Petit Chaperon Rouge. Donc une réécriture avec un côté beaucoup plus sombre, je pense un côté féministe et je pense que on est complètement dans la thématique à la fois conte et macabre, parce que je sais que ça va être assez dark, hein. Angela Carter, c'est pas pour les âmes sensibles, dirons-nous, je crois qu'il y a des choses assez dures, donc voilà. On continue avec un menu classique, automne, douceur de vivre, donc un menu qui se veut un petit peu plus cocooning, on va dire, que les autres. Pour la première sous-catégorie de citrouille en vaille mieux qu'une, la consigne était de lire une duologie, et là, désolé, voilà, désolé, mais je triche parce que vraiment, je n'ai pas de duologie dans ma pile à lire et j'ai pas du tout envie d'acheter quelque chose exprès pour le challenge. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le dernier tome d'une trilogie que je suis en train de terminer. Et il s'agit de ma lecture en cours parce que je l'ai commencé tout début septembre. C'est le 3e tome de l'intégrale des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Là, je pense que je ne vais pas trop m'attarder. Je pense que Robin Hobb est suffisamment connu sur le Booktube Game. J'ai lu L'Assassin Royal il y a très longtemps, quand j'étais très jeune. Je sais que j'avais apprécié à l'époque, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est pas non plus une saga qui m'a particulièrement marquée, mais j'étais très attirée par Les Aventuriers de la mer, notamment par le fait que ce soit un roman polyphonique, c'est-à-dire qu'on suive le point de vue de plusieurs personnages. Et spoiler un petit peu du futur avis lecture qui arrivera, mais effectivement, je préfère. Je pense
Et pour ne rien vous cacher, j'adore. Les Aventuriers de la Mer, c'est une histoire de fantasy. L'histoire, on va dire, principale tourne autour des marchands, d'une grande famille, on va dire, de marchands qui s'appelle les Vestrit. Les Vestrit habitent dans une ville qui s'appelle Terrillville et qui est connue en fait pour être un port de commerce avec tout le reste de la région. Dans cette ville, il y a donc plusieurs grandes familles de marchands et la particularité, c'est que chacune de ces familles a ce qu'on appelle une vive-nef. Une vive-nef, qu'est-ce que c'est ? C'est un bateau qui est vivant. Voilà, un bateau dont la figure de proue est animée et qui, du coup, navigue, on va dire, beaucoup mieux que la plupart des autres navires. Voilà. Je m'arrête là, je ne vous en dis pas plus. Je pense que vous réentendrez parler de cette saga bientôt dans un avis lecture. On continue avec la thématique La Maison Slangster, dans lequel Guy Moz nous invite à nous tourner vers une lecture audio, un podcast si possible avec un côté humoristique. Il se trouve que j'ai assez naturellement en fait casé ma lecture audio en cours dans cette thématique, puisque depuis quelques temps on s'est trouvé en fait un petit plaisir partagé avec mon chéri, qui est de mettre en fait une lecture audio quand on fait des longs trajets en voiture. On est tous les deux tombés d'accord sur le fait que on avait envie d'un genre qu'on finalement on ne lit pas trop souvent, qui est tout ce qui est policier, thriller. Quand on conduit, faut quand même un truc qui tienne un peu en haleine. Et du coup, on est en train d'écouter quelque chose qui nous plaît beaucoup et qui rentre très bien dans cette catégorie. Il s'agit de Pars vite et reviens tard de Fred Vargas. Fred Vargas, c'est une autrice du coup de policier, je suis désolée, pour le coup, autant en SFFF je me débrouille, mais alors policier, thriller, la différence en fait entre les sous-genres, je suis nulle, donc je vais dire policier, je crois que c'est ça. Donc c'est le premier du coup roman que je découvre d'elle, et pour le moment j'aime beaucoup. Le mystère est à la fois intéressant et c'est super bien écrit. Elle a un talent pour décrire des personnages et les dialogues, c'est vraiment super bien fait et c'est très drôle. Et du coup, je trouve que c'est pareil, ça rentre super bien avec le côté humour de la catégorie. Et dans Pars vite et reviens tard, on va suivre du coup un commissaire de police qui est le personnage principal en fait de tous les romans de cette série de Fred Vargas, qui va enquêter sur une histoire où on a quelqu'un qui marque de façon assez étrange des portes d'immeubles parisiens. Et en parallèle de ça, on a une personne, la même personne, on sait pas trop, qui envoie en fait des lettres assez mystérieuses pour qu'elles soient en fait diffusées, on va dire, sur la place publique, parce que ça se passe à une époque où il n'y a pas internet en fait. De vous en parler, ça m'a donné envie de continuer, vous voyez, mais je peux pas, du coup il faut que j'attende mon mari, il faut que j'attende le prochain trajet en voiture, voilà. On passe à la catégorie Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, pour lequel on est sur une ambiance assez réconfortante avec quelque chose qui parle de la nourriture ou de l'enfance, de la famille, etc. Alors celui que je vais vous présenter, c'est un roman jeunesse, mais qui je pense va avoir un côté assez bizarre et assez inquiétant. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Il s'agit d'Abarat de Clive Barker. C'est un premier tome, je crois, parce que c'est une série dans laquelle il y a plusieurs tomes. C'est un titre que j'ai découvert grâce à la chaîne Les Livres de la Crypte, qui est une chaîne booktube spécialisée dans la littérature horrifique, que je vous recommande fortement si vous êtes amateur, amatrice. Clive Barker, donc un grand nom de l'horreur contemporaine. Clive Barker, donc pour ceux qui le savent pas, c'est le monsieur qui est à l'origine de Hellraiser, de la série de livres qui a donné les films Hellraiser. Et donc Clive Barker a écrit une série jeunesse
Sauf que, comme c'est Clive Barker, je suis super curieuse parce que je m'attends à un espèce de remake du Magicien d'Oz ou d'Alice au Pays des Merveilles, mais version plus sombre, parce que du coup c'est ça, on va suivre une petite fille qui va atterrir dans un monde magique. Autre point qui m'attirait avec ce livre, c'est que je savais pas du tout, mais en fait Clive Barker il dessine. Et du coup, ce livre est très largement illustré. On nous dit qu'effectivement, elle pénètre par hasard dans le royaume magique d'Abarat, un archipel composé de 25 îles mystérieuses aux étranges habitants. Au fil de ces rencontres merveilleuses, émouvantes ou terribles, Candy va découvrir pourquoi cet univers lui semble curieusement familier et pourquoi elle se sent prête à y affronter tous les dangers. Oh, j'ai l'impression que ça fait 15 000 ans que je parle et j'ai toujours pas fini. C'est ça aussi, de ne pas vous avoir parlé pendant si longtemps. Dernière catégorie d'automne, douceur de vivre. Chante-moi une chanson Sassenach, ou Sassenard, je crois qu'elle le prononce Sassenard, Guimauze, mais je sais pas. C'est une référence à Outlander, donc j'ai pas, j'admets. Et pour cette catégorie, les thèmes c'est mythes et légendes, magie, dépaysement. J'ai choisi une série qui en plus, on est sur le côté douceur de vivre, donc je suis sûre sera un plaisir pour moi. Et je pense que sur le côté mythes et légendes, on est pas mal, puisque je vais lire enfin Meijo de Stéphane Plateau, le tome 3 du Sentier des Astres. Des Sentiers des Astres. Putain, je sais jamais si c'est le Sentier des Astres ou les Sentiers des Astres. Attendez. Les Sentiers des Astres, pardon. J'ai adoré les 2 premiers tomes des Sentiers des Astres, Manesh et Shakti. Et j'ai donc très hâte de lire la suite de cette histoire de fantasy, très inspirée des mythes et légendes, ça tombe bien, à la fois nordique et hindou. C'est ce qui fait l'originalité de cet univers. Superbement bien écrit, avec une ambiance vraiment à la fois, épique par moments et très envoûtante. Et en plus, je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression que plus ils avancent dans cette série et plus ils aiment. Alors moi, déjà que j'ai lu le tome 1, j'ai été comme une folle. J'ai super hâte, voilà. Mais je fais durer le plaisir. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire mais pourquoi tu les as pas déjà lus? Moi je me suis déjà enfilé les 4 tomes, mais bon voilà. Ah oui, et je trouve qu'ils rentrent particulièrement bien dans cette catégorie parce que on est sur chante-moi une chanson et le narrateur de cette histoire, c'est un barde qui du coup chante et qui a même l'occasion en fait de chanter dans le récit et ça a une importance particulière. Donc voilà, je suis assez fière. Je trouve qu'il rentre bien dans cette catégorie. On arrive sur le dernier menu qui s'intitule Automne rayonnant et qui se veut, on va dire, auréolé d'espoir, de positivité, enfin d'optimisme un petit peu, qui se veut aussi tourner vers l'avenir et vers des causes importantes. La première catégorie c'est We're All Born Naked and the Rest is Drag, qui du coup nous invite à nous tourner vers des récits LGBTQIA+, vers des récits inclusifs, quelque chose qui parle de l'amour de soi ou qui met en avant la diversité. Le livre qui me fait envie dans cette catégorie, c'est un roman de science-fiction, The Player of Games, l'homme des jeux, je crois en français, de Ian Banks. Ian Banks, c'est un auteur de science-fiction britannique que je n'ai jamais lu et que j'ai très envie de découvrir. Il est décédé, si je ne dis pas de bêtises, mais il a beaucoup écrit, je crois que c'est plutôt années 70-80, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. L'homme des jeux, c'est un roman qui fait partie du grand cycle de science-fiction de Ian Banks, qui est le cycle de la culture.
et que j'ai envie de découvrir. Vous savez que j'aime bien de temps en temps aller vers les classiques de la science-fiction, même si, comme toujours, malheureusement, comme c'est souvent des récits qui remontent un peu, c'est des récits qui ont des écueils, clairement. Alors vous allez me dire, du coup, que fait-il dans cette catégorie ? Et ben justement, je suis intriguée parce que apparemment dans l'homme des jeux, enfin dans l'univers, c'est un univers où il est possible de changer de sexe à volonté. Je crois que ça va pas être du tout le point central du récit, mais c'est quand même assez notable et je suis quand même assez curieuse parce que du coup c'est de la science-fiction qui est pas toute jeune. Donc voilà, ça m'intrigue. Et je crois que chaque du coup tome du cycle de la culture se concentre sur une facette différente de la société du futur qu'il décrit. Dans l'homme des jeux, je crois que justement on va aborder la thématique du jeu, sans surprise, du divertissement, et donc dans ce récit, les jeux, qu'ils soient genre de plateau, jeux vidéo, etc., ont une importance toute particulière. J'ai envie de voir comment ils traitent ce thème. Et voilà, et soit dit en passant, j'adore la couverture de cette édition VO. Alors je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui trouveront ça hyper ringard. Moi j'aime bien ce côté un petit peu rétro, je sais pas, ça me plaît. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais ce qui m'a donné envie de le lire, c'est une conférence auquel j'ai assisté aux Intergalactiques qui était animée par Doctrice, qui est géniale, qui a une chaîne Twitch où elle parle que de science-fiction. Dans cette conférence ont été abordés plein d'auteurs et je me suis dit mais en fait c'est dingue, je les connais pas alors qu'apparemment c'est des références. Donc il y a Banks, mais il y a aussi J.J. Ballard, il y a Moorcock, il y a Brian Aldiss. Et en fait je me suis donné un petit peu comme objectif dans l'année qui allait venir de les découvrir et voilà, du coup je suis dans cette logique. La catégorie suivante, c'est aussi une phrase en anglais. You cannot eat the money. En gros, l'argent, ça se mange pas. Et la thématique, on s'en doute, c'est tout ce qui est écologie, science-fiction, post-apo, etc. Et pour cette catégorie, j'ai pas hésité. J'ai mis un livre dont j'ai fait l'acquisition récemment et qui, en plus, je trouve, mériterait d'être plus connu. Donc je suis très contente de vous le présenter. Je l'ai pas encore lu, mais je trouve vraiment l'initiative super. Il s'agit de Nos Futurs, qui est un recueil publié chez Helios. C'est une initiative française qui consiste à avoir fait travailler ensemble des auteurs, autrices de science-fiction et des scientifiques sur le thème de l'écologie, du réchauffement climatique. Le principe, c'est sur un thème donné, vous avez un binôme avec d'abord un article scientifique et ensuite une nouvelle de science-fiction sur ce même thème. C'est quelque chose que je lis pas spontanément, la littérature scientifique, donc je pense que je vais... Voilà, ça va peut-être être un peu difficile, mais clairement je vais apprendre des choses. Et ensuite, je sais que je vais être plus en terrain connu et avec de la science-fiction sur un format en fait textuel qui me parle le plus et qui, je sais, m'invite toujours à réfléchir sur des sujets. Et juste pour vous donner une petite idée, dedans, il y a des auteurs comme Chloé Chevalier, Pierre Bordage, Jeanna Debat, Catherine Dufour, Estelle Faye, Laurent Jeunefort, Sylvie Lenné. On termine avec la catégorie Le Don des Merriweek, où, encore une fois, on est sur un message plein d'espoir. Les mots-clés sont bienveillance, sororité, relation, guérison, aider son prochain. Et là, au début, j'ai eu du mal et ensuite,
j'ai vu un livre et je me suis dit mais oui, mais oui, c'est lui qu'il me faut pour cette catégorie. Il s'agit du roman Les sorcières de Pendle de Stacey Halls. Et je suis contente de le caser dans ce challenge parce que c'est un livre qui m'a été offert par ma maman. Et je sais qu'elle n'a pas l'habitude, mais qu'elle a fait l'effort d'aller en librairie et de vraiment le choisir pour moi alors qu'elle lit pas du tout d'imaginaire. Donc ça m'a beaucoup touchée. En plus de ça, je sais pas si vous voyez, mais la couverture est complètement automnal, donc je trouve qu'il est parfait pour le pumpkin. Pour l'histoire, on est au XVIIe siècle et on va suivre deux femmes qui vont se rapprocher. L'une qui s'appelle Fleetwood, qui est une jeune châtelaine qui est enceinte et qui va faire appel à Alice qui est un petit peu mal vue puisqu'elle est sage-femme mais aussi un petit peu guérisseuse et donc forcément un petit peu sorcière, qui va en fait venir l'aider par rapport à sa grossesse difficile. Alice va aider Fleetwood et ensuite les choses vont, je crois, commencer à un petit peu mal se présenter pour Alice et du coup cette fois c'est Fleetwood qui va essayer de lui rendre l'appareil, j'imagine. Donc voilà, on est parfaitement dans la thématique sororité, aider son prochain, en plus avec cette petite ambiance, comment dire, où on va parler de vraies sorcières, entre guillemets. Et ça y est, j'en ai terminé avec cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Pour une fois, ma pile à lire est, je pense, un peu moins sombre et un peu moins, comment dire, 100% fantastique que les autres années. Mais en même temps, je pense que ça représente assez bien la chaîne parce que je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a de la fantasy, il y a de la science-fiction, il y a du fantastique, il y a des choses plus ou moins adultes. Et pour info, c'est ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Mais franchement, en termes de quantité de lecture par rapport à mon rythme, c'est déjà pas mal si j'arrive à lire tout ça. Et très franchement, je pense que ça va plutôt être mon programme de lecture jusqu'à fin 2022, jusqu'à quasi fin décembre que jusqu'à fin novembre. Voilà, enfin je me mets vraiment pas la pression. Je suis super contente de vous retrouver. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut! Ça fait du bien, je suis contente de recommencer.